Le Crédit Mutuel Nord-Europe présente l'agenda. Check. Salut à tous et bienvenue dans l'agenda. Nouvelle saison, nouvelle animatrice, mais pas de panique. Votre rendez-vous culturel avec les artistes de notre région ne change pas. Cinéma, théâtre, musique, expo, il s'en passe des choses chez nous et on ne va pas se gêner pour mettre en avant toutes ces manifestations dans l'agenda. Histoire de renouer avec notre côté sauvage, on se lâchera au Cabaret Vert. On revivra également le concert de l'Orchestre National de Lille au stade Pierre-Mauroy. Et pas de musique classique sans piano, donc un détour par le Touquet pour son piano folie. Check. Et on commence par un bain de foule au Main Square Festival, lieu de prédilection des plus grands artistes français et internationaux. La citadelle d'Arras est également devenue un passage presque obligatoire pour la nouvelle génération. Cet été, ce fut un véritable tremplin pour le jeune groupe Caïman Kings en route vers la gloire. Vous voyez, elle commence bien cette année. Max, William, Tim Virgil et Wen sont les Caïman Kings. Le groupe lillois à la frontière du grunge et du garage rock qui a fait l'unanimité au tremplin du Main Square en mai dernier. Leur énergie unique les a donc propulsés sur la Green Room du Main Square. L'heure est venue de jouer devant 5000 spectateurs. Un peu de stress peut-être ? Alors Ça grimpe là. Il faut que je fasse des exercices de respiration, tout ça, parce que sinon j'aurais plus de voix en montant. Je suis content pour le temps là, faut que ça se tienne, une demi-heure. Donc j'espère vraiment que ça va aller. C'est la bonne route au moins là. Ouais. On a plané tout le long, le public s'est amassé au fur et à mesure du set. La pluie s'est arrêtée pendant notre set, donc je pense qu'il y a quand même un dieu quelque part, ou un truc dans ce genre là. Trop content, c'était... Voilà. Sexy. Voilà, c'était sexy. On voyait des gens jusqu'à l'horizon, on n'a jamais connu ça, on n'a jamais connu plus de 1000 personnes à un concert. Là c'était le cas, on a essayé de convaincre. Voilà, des missionnaires du Garage 60s. Donc j'espère que ça a plu au plus grand nombre et surtout que là la mission c'était vraiment de chauffer le festival et mettre notre fameuse brique dès le départ. Donc pour nous on a réussi. Voilà. Super, génial. Regardez, j'ai acheté un ballon. Il est où? Comme ça je retrouve mes copines partout. On a tout un ballon. Pour se repérer c'est pas mal. Depuis 5 ans, les tremplins du Main Square propulsent 3 groupes amateurs du Nord sur une scène pro aux côtés de têtes d'affiche et d'un public qui ne les attend pas. Une première étape vers la professionnalisation. Je sais pas après quelles seront les retombées, si on pourra d'un coup être professionnel parce qu'on a fait une date au Main Square à 17h. Je pense qu'il faut rester réaliste, il faut juste continuer notre travail, continuer à vouloir convaincre au maximum. Et si vous n'étiez pas avec nous dans la foule, le Main Square cette année, c'était ça. See them kiss. Know you miss it all. Know you're missing everything. Give it up. Drop your loaded guns. Know
Si cet aperçu vous a donné envie, n'attendez pas trop longtemps pour réserver vos passes pour l'été prochain, car cela fait plusieurs années que le festival tourne à guichet fermé. Derrière le Main Square Festival se cache l'organisateur de ce bel événement. Ouais. Bonjour Armel Campagna. Salut, enchanté. Merci de nous accueillir ici en plein festival. Ouais. On entend la musique, c'est déjà dans ça l'ambiance. balance là, ça balance. Les portes retrouvent dans 30 minutes et puis premier concert à 15h, Cardry gagnant tremplin sur la Green Room. Donc voilà, puis il fait beau, surtout. Ça. On va faire connaissance tout de suite Ouais. du coup. Dites-moi tout, qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes un gars de la région? Non, je me sens très très bien dans la région, mais non, je suis pas d'ici, je suis lyonnais. Et je travaille sur Paris et Lille depuis plus de 10 ans. Je suis directeur du Main Square depuis 2011, mais je dois avouer que j'aime cette région. Je me sens hyper bien quand je suis ici. Ah, c'est la raison pour laquelle vous ouais, êtes grave. organisateur du Main Square. Et en fait, si à 5-6 ans, le festival était plus une série de concerts et n'avait pas encore cet ADN vrai festival. Et si le Main Square est maintenant, je pense, à ce succès-là, c'est qu'on a aussi pris le temps d'apprendre où on était, d'apprendre les coutumes d'ici, de vraiment comprendre ce que les gens attendaient, de les écouter. Et voilà, il y a un relationnel qui est hyper fort et on se sent hyper bien ici. C'est les gens du Nord et leur accueil aussi. Justement, hier, il pleut pendant 8 heures de suite et il n'y a pas une plainte, il n'y a pas une casse, il n'y a pas des gens qui essaient de se fourrer sous des tentes. Il y a d'autres festivals où les mecs qui prendraient les comptoirs et les foutent par terre et ils se rendent juste pour toi. Là, ils sont bas, on est sous la flotte, on est bien, ils sont à 10 sous un arbre, serrés. Il y a une vraie convivialité, c'est cool et... Voilà, moi je me sens je suis pas d'ici, mais je me sens très très bien ici. Bah, ça fait quand même 11 ans, 12 ans que le Ouais, ça festival fait 12 ans, existe. ça fait depuis 2010 que le festival est sur Estadelle. Et c'est quoi un petit peu le secret justement du Main Square Festival? Parce qu'il y en a plein de festivals. On peut le classer de festival pop-rock, même s'il y en a pour tous les goûts. Qu'est-ce qui fait que Iggy Pop dit oui? C'est quoi? C'est la citadelle d'Arras? Non, ça joue, puis ils savent aussi qu'ils ont une qualité d'accueil qui est irréprochable. C'est-à-dire que si Iggy Pop il me dit je veux jouer 2h20, il joue 2h20. S'il me dit je veux accrocher tel et tel truc, je lui dis pas ah non, t'as une scène comme ça avec un kit comme ça et tu vas t'y faire comme beaucoup de festivals doivent faire. Donc nous on est sur un peu une surenchère technique. Tu vois la taille des scènes, il y en a pas d'autres comme ça en France. La qualité sonore elle est ouf, le kit qu'on amène. Tout est fait pour que le confort du festivalier puisse, tu vois les 40 000 ils tiennent sur la grande scène, ils peuvent tous voir et apprécier le concert. Ouais, c'est ce que j'allais dire, 40 000 festivaliers jour quand même. 42 ce soir et demain. Waouh. Un peu moins hier, mais ouais, c'est super bien rempli, donc complet en avance. Ça fait depuis 2013 que les passes 3 jours sont complets bien en avance. Donc voilà, je crois qu'il y a un indice de fidélité qui est hyper fort. S'ils venaient à 2-3, maintenant ils viennent à 7, 8, 9, ça devient une tradition. C'est marqué dans le calendrier, on se retrouve au Main Square. On prépare déjà l'édition future. Je vois que chaque année, il y a quand même on innove. En fait, on a eu 2 améliorations cette année. Comme j'ai dit rapidement, c'est 1 hectare de plus sur le site. Donc la communauté urbaine d'Arras a fait des gros travaux. La deuxième chose, c'est le passage de cashless. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est exactement? En gros, c'est super simple. C'est un bracelet comme ça, avec une puce RFID. Soit tu le précharges chez toi tranquille, tu mets ton nom, tu mets ton numéro de billet, et quand tu arrives, on te donne un bracelet. C'est un porte-monnaie électronique, pas de vol, pas de risque de le perdre. Au bar, c'est ton. Oui, c'est facile du coup, mais ouais. Au revoir, tu vois. Tu peux aller sur ton appli, dire voilà combien il me reste d'argent, tu finis le festival, boum, tu appuies sur un bouton, tu te fais rembourser, merci, au revoir. Et surtout, s'il pleut, tu es tranquille, et c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide au bar, beaucoup plus facile, et pour l'organisateur, et pour le festivalier. Donc, voilà. L'idée, c'est de continuer à bien travailler et continuer à faire que le Main Square fasse 120 000, voire plus complet en avance et que ce soit un des plus gros festivals français. Eh ben, c'est tout ce qu'on souhaite au Main Square Festival. Merci Armel. Merci à vous. À plus. Dans la jungle des festivals d'été, il y en a un qui nous offre une parenthèse enchantée. Alors on va se mettre au vert, on va réveiller notre côté sauvage et pour ça, direction la forêt tropicale de Charleville-Mézières. Pour son édition 2016, grâce à de nouveaux partenaires privés, le Cabaret Vert de Charleville-Mézières a eu les moyens de ses ambitions, très loin des débuts de l'aventure. Le Cabaret Vert, c'est un truc complètement utopique. C'est des jeunes qui ont 20 ans, il y a 12 ans, qui décident de faire un festival de rock pour dynamiser leur territoire. Ils ont 400 € sur leur compte en banque. 12 ans plus tard, c'est un budget à 4 millions et qui est devenu le 10e plus gros festival de France. Le festival est pluriculturel, bien entendu, c'est les musiques actuelles qui remplissent le festival, mais on fait également de l'art de rue, de la bande dessinée, du théâtre de rue, de la marionnette. Alors si vous êtes jeune et joli et que vous avez un malaise, vous m'appelez, les autres peuvent crever. D'accord ? Et puis en musique, une 50aine d'artistes répartis sur
2 grosses scènes et une 3e plutôt sous forme de club qui s'appelle le Temps des Cerises. Les artistes vraiment du coin, les artistes régionaux de l'ex-Champagne-Ardenne, parce qu'il y a peu de structures de diffusion sur notre territoire et on trouve que c'est notre rôle de les accompagner. Parmi les groupes du coin, Judy, un groupe d'électropop originaire de Reims, nous a fait forte impression. C'était pas facile de jouer comme ça en ouverture, on ne savait pas trop la masse de public, ce que ça allait être. Et il y avait quand même une foule qui était cool, les gens étaient hyper réceptifs. Et on a bien joué, franchement c'était top. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais on y croit et puis on bosse à fond, quoi. Merci Cabaret Vert. Aux côtés de la scène indépendante, le festival ne manquait pas non plus de têtes d'affiche. Cette année, Indochine, Louise Attaque, Nekfeu, Nas, Sum 41, Arnaud, pour ne citer que les plus importants. Pour nous, le festival, c'est une occasion de projeter, de proposer une vision alternative à travers tous les choix qu'on propose aux festivaliers, de ne pas consommer de produits de l'industrie alimentaire. Il n'y a pas de Coca, il n'y a pas d'Heineken, il n'y a pas ces produits-là. On propose aux festivaliers pendant 4 jours de vivre sans ces marques-là. Et c'est possible, et on le vit très bien, et sans se ruiner. On a notre propre centre de tri, c'est-à-dire qu'on a une équipe de bénévoles qui 20h sur 24 évente tous les sacs poubelles à la main, retrie tout. Donc quand on pense que le tri de base, c'est le tri sélectif et les ordures ménagères, nous on fait 8 tris différents sur le festival. Donc on n'est pas obligé d'être dans une forme de développement durable ou d'écologie punitive, très moralisatrice. Ça prend du temps. Il faut accepter de faire des échecs certaines fois et de revenir sur certaines idées. Nous, ce que je dis souvent, on est dans une sorte de démarche continue. Ce qui est peut-être plus important que le résultat, au final, c'est la démarche. On n'est pas là pour faire un congrès écologique, voilà, on est là quand même avant tout pour s'amuser. Mais on peut s'amuser de manière responsable, citoyenne, en ayant quand même certaines prises de conscience et pourquoi pas, en sortant de ces 4 jours, en ayant changé quelques comportements. Cet été, le festival a battu son record de température. Aux mauvaises langues qui disent que dans les Ardennes il pleut tout le temps, bon voilà, on est en pleine canicule. Hier, le thermostat est monté à quasiment 40 degrés à certains endroits du site. Depuis pas mal d'années, on a des bars qui font que de l'eau sur le festival et c'est entièrement gratuit. Donc je pense que ça, c'est une belle solution qu'on a amenée. L'aspect humain, il est primordial chez nous. Encore une fois, c'est quasiment que des bénévoles. Le jour où on perdra ça, on arrêtera le festival. En égalant son record de participation avec 94 000 festivaliers cette année, le Cabaret Vert a prouvé une fois de plus qu'on pouvait s'éclater avec une touche de sobriété. Et si vous n'y croyez pas, allez-y faire un tour l'année prochaine. L'Orchestre national de Lille est indissociable de son fondateur, Jean-Claude Casatsu. Et pourtant, celui qui a donné 40 ans de sa vie à l'ONL vient de passer la main au jeune Alexandre Bloch. Nous étions les témoins privilégiés de son dernier concert en tant que directeur musical et vous allez découvrir tout de suite les coulisses de ce bel événement. Allons-y. Jean-Claude Casatsu, chef fondateur de l'ONL, nous a exceptionnellement autorisé à filmer l'une des dernières répétitions du grand concert donné au stade Pierre-Mauroy le 12 juillet dernier. Dans quelques heures, il se retrouvera avec ses 300 musiciens et chanteurs devant 15 000 spectateurs. C'est le premier rassemblement et apparemment ça laisse augurer de bonnes espérances pour ce soir. Pour ce soir justement, Jean-Claude Casatsu a volontairement choisi la Marseillaise de Berlioz et la 9e symphonie de Beethoven. Ce sont tous les deux des Sagittaires. Ce sont des gens qui, voilà, la flèche. Moi aussi, je suis Sagittaire, donc j'ai une affinité particulière avec ces compositeurs qui font chanter la verticalité. Chacun le ressentira comme il peut, mais je pense que et Berlioz et Beethoven sont des formidables artistes qui nous transmettent de l'espoir, de l'espérance et de la résistance. C'est la 2e édition de ce concert hors les murs qui transporte les musiciens classiques dans un endroit qui recevait 3 jours plus tôt les matchs de l'Euro 2016. C'est très particulier dans la mesure où vous voyez l'immensité du lieu, où on n'a pas exactement les mêmes repères acoustiques que dans une salle de concert, donc il faut s'adapter. Et j'ai entendu dire que l'intelligence, c'était l'adaptation, donc nous avons une assemblée qui est intelligente.
Ça représente un beau challenge parce que c'est pas des salles qui sont faites pour la musique classique comme ça. Donc on est obligé de tout reprendre, c'est-à-dire mettre des micros sur presque chaque instrument. Bravo mesdames et messieurs. Bravo, bravo. Prenez du thé avec du miel et du citron. Parlez pas trop. C'est épatant, ça va être formidable. Et nous croisons nos doigts pour ce soir. Une fois la répétition achevée, les équipes techniques ont 4 heures pour transformer ce stade de foot en salle de concert classique. Ramène tout. Même la première. Il faut qu'on soit prêt. On le sera. Après, il faut qu'on numérote les 1800 chaises. Un stress. Le stade est plein ce soir et Jean-Claude Casatsu a atteint son objectif. Donner une fois par an un grand concert accessible à tous avec des places à partir de 10 €. Un dernier mot pour votre successeur, Monsieur Casatsu ? Eh bien, pour Alexandre Bloch, qui est mon jeune successeur, qui n'était pas né quand l'orchestre avait 10 ans, je souhaite bon courage et de s'épanouir comme je l'ai été moi-même dans cette région qui a un cœur gros comme la terre. Voilà. Bonjour Alexandre Bloch. Bonjour Laurence. Merci de nous accueillir ici sur la scène de l'Orchestre National de Lille. Exactement. Et on a envie de savoir tout de suite votre sentiment en tant que nouveau directeur musical de l'Orchestre National de Lille. Eh bien, je suis très heureux, je suis plein d'enthousiasme et beaucoup d'énergie. C'est un orchestre que j'aime beaucoup, que j'ai déjà dirigé 6 fois. Prendre la tête de cet orchestre est un rêve depuis pas mal de temps. Et c'est ce qui vous a fait choisir cette région, notre région, l'Orchestre National de Lille, parce que c'est vrai que vous avez voyagé dans le monde entier, vous avez une carrière très remplie, même si vous êtes un jeune chef d'orchestre. Oui, alors je dirige pas mal à l'international, mais j'ai des attaches avec Lille puisque mes parents sont venus y habiter il y a maintenant 12 ans. J'y ai même étudié au conservatoire, le violoncelle, l'écriture et la direction d'orchestre. Donc je connais bien cette ville. J'ai erré dans les couloirs du Furet du Nord, à la Fnac. Voilà, je connais bien la rue Escarmoise. Revenir ici, c'est aussi un grand plaisir parce que toutes les années que j'ai passées sur l'île ont été un grand bonheur. J'ai rencontré la chaleur du nord de la France qui n'est pas un mythe. Et voilà, de revenir diriger cet orchestre, c'est un grand plaisir. Et je voulais vous demander également, quand on demande à Jean-Claude Casatsu son plus beau souvenir avec l'Orchestre National de Lille, il dit que c'est son entrée dans le stade Pierre-Mauroy dans un silence absolu. Est-ce que vous avez déjà, vous, votre souvenir préféré ? Alors, mon expérience avec l'orchestre ne date plus que de 1 an et demi, mais c'est vrai que je suis tout de suite tombé amoureux de l'orchestre parce que c'est un orchestre avec lequel il y a une vraie rencontre. S'ils n'étaient pas contents, je le savais tout de suite. Au contraire, les moments de répétition où ils ont commencé complètement à adhérer au travail que j'ai fait, j'ai aussi senti ça. Et au moment du concert, ils se sont surpassés. Et voilà, c'était un orchestre très vivant, très dynamique, qui m'a beaucoup plu. Voilà, je suis évidemment passionné par la musique. Je vis musique, je pense musique, j'ai toujours de la musique dans la tête. Mais ce que j'adore aussi dans ce métier de chef d'orchestre, c'est une partie qui est annexe aussi à la musique, qui est vraiment, on touche au management, on touche à la sociologie dans la répétition de l'orchestre, à la psychologie, à la gestion du temps, à la gestion des énergies de groupe aussi, et ça c'est passionnant. Ouais, c'est une autre façon d'écouter. Voilà. Et alors j'ai fait ma petite enquête sur vous. Sans vouloir faire de comparaison, il y a quand même pas mal de similitudes avec Jean-Claude Casatsu. Notamment, vous avez vous aussi créé votre propre orchestre en 2011. Le but de cette création a été de découvrir différentes manières de présenter l'orchestre au public et de créer plus de liens avec le public et surtout faire participer le jeune public, car je trouve ça vraiment très important que voilà, l'enseignement musical ou même simplement la découverte de la musique par l'orchestre fonctionne énormément dans l'épanouissement de l'enfant. Merci Alexandre Bloch. Merci à vous, Laurence.
J'ai beau avoir un petit grain de folie, je ne suis pas pour autant pianiste. Heureusement pour vous, les têtes d'affiche des Pianofolies ont tout ce qu'il faut, de légèreté et de talent. Direction Le Touquet pour découvrir la programmation de cette saison. Le Touquet Paris-Plage a accueilli au mois d'août, et pour la 8e année consécutive, le Festival des Pianofolies, dont l'ambition affichée est de démocratiser la musique classique. Nous, on considère que la musique classique, il faut qu'elle soit partagée par le plus grand nombre. La musique est un langage universel, et aujourd'hui, cette musique classique, elle a besoin peut-être un peu d'être rajeunie, d'avoir des publics nouveaux. Et pour aller chercher ce public, il faut aller chercher le public où il est. Donc le public, on va le chercher. Et après, on le ramène dans nos grandes salles. Pour aller chercher son public, Macadam Piano a décidé de mettre son piano sur des roues et de lâcher les freins. Pour les Pianofolies, ce que j'aime chez Yvan, c'est qu'il est aussi fou que son festival. Il invite des fous déjantés comme moi à se produire un peu n'importe où comme ça dans sa ville. Et je trouve ça génial. Je trouve ça porte bien son nom, ce festival. Pianofolies, la preuve. Tout simplement, voilà. Autre lieu insolite, deux pianistes qui ont l'habitude d'accompagner les artistes lyriques ont proposé un concert de piano à 4 mains sur le parvis de la Poste. On est arrivé quand même là en confiance, le piano était magnifique, on avait autour de nous des gens dont on savait bien que ça allait bien, enfin on se sentait bien en fait. Il y avait pas de... Et puis nous avions réfléchi au programme de manière à l'adapter. Oui. À l'adapter à une écoute de gens non spécialisés, d'une écoute en extérieur. Notre grande surprise et notre belle surprise, cela a été l'écoute du public, pourtant un public de va-et-vient. Eh bien, ils ne sont pas du tout ni allés ni venus, ils sont restés. Ils sont restés vraiment à notre écoute. Et c'était pourtant un concert d'1 heure. Ça nous a quand même galvanisés. Oui, et aussi des personnes de toutes les générations. Oui. Donc on avait des enfants quasiment sur les marches à côté de nous. Mais vraiment, là, ça s'est vraiment très très bien passé. Les amateurs aussi pouvaient conquérir leur public grâce à 4 street pianos en accès libre dans la ville. Cette année, tous les concerts gratuits, comme payants, ont affiché complet. Et nous allons justement suivre discrètement les répétitions de Claire-Marie Leguet, qui entre en scène dans quelques heures. La répétition qui précède un concert consiste d'une part à faire connaissance avec cet instrument. Et les pianistes changent de piano à chaque concert. Et donc, on doit faire connaissance à la fois avec l'instrument et avec la salle, avec l'acoustique de la salle, puisque c'est un équilibre à 3, je dirais, entre le son de la salle, le son du piano et puis moi, musicienne. La cerise sur le gâteau pour aujourd'hui, c'est l'opéra La Traviata. C'est un opéra complet avec orchestre, avec des chœurs, avec des solistes, avec des décors, avec de la lumière. C'est ça l'opéra. Et pour nous, c'est très important. Et je pense que si on réussit cette année, chaque année, on proposera un opéra dans notre programmation parce qu'on veut aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, démocratiser la musique classique, mais on veut démocratiser l'opéra. Les Pianofolies 2016 ont été un succès avec une fréquentation en hausse de 10% tous concerts confondus. Rien n'empêche de faire encore mieux l'été prochain. Mais ça dépend de vous. Je ne vous laisse pas sans partager avec vous mes coups de cœur. Et les fans de super-héros seront d'accord avec mon premier choix. Les 24 et 25 septembre, le Lille Comics Festival parlera à notre âme d'enfant.
En parlant d'enfants, il vous reste encore un petit mois pour découvrir le musée des Beaux-Arts de Lille, redécoré pour l'occasion par le dessinateur Zepp. C'est quand même une excellente manière de faire découvrir le musée aux enfants. Et profitons des beaux jours dans le jardin électronique. Notez bien la date de cette garden party, ce sera le 11 septembre à Lille. Et je vous rappelle bien sûr le premier concert d'Alexandre Bloch, le nouveau directeur musical de l'Orchestre national de Lille. Son concert d'investiture aura lieu le 29 septembre. L'agenda, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain. En attendant, je vous laisse méditer avec cette phrase de Pablo Picasso. Tout acte de création est d'abord un acte de destruction. C'était l'agenda avec le Crédit Mutuel Nord-Europe.